La semaine dernière, un auditeur m'a demandé de prévoir, à l'occasion, donc de temps en temps, des interventions beaucoup plus courtes que celles que je fais régulièrement sur YouTube, et de profiter de l'actualité pour m'adonner à ce type d'exercice. L'occasion m'en a été donnée tout à fait récemment, puisque récemment, justement, le cercle des étudiants de droit de l'Université de Bruxelles m'a demandé d'écrire un petit billet à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de fondation de l'université en 1834. Mon intervention, en fait, comprendra deux parties. La première, dans laquelle je vais lire ce petit texte, rédigé à l'intention de la revue des étudiants en droit de l'université, qui s'appelle Le Fléau. Et dans une deuxième partie, je montrerai un certain nombre d'ouvrages qui permettront à tous ceux et à toutes celles qui seraient intéressés par le sujet d'approfondir ce thème que volontairement, vu la nature de l'exercice, je ferai très court. Voici donc le petit texte rédigé pour Le Fléau. Aux origines de la Saint-V, la franc-maçonnerie et la fondation de l'Université libre de Bruxelles. La Saint-V, les anciens la connaissent bien sûr, un jour de congé et de fête le 20 novembre. Mais les nouveaux, et qui connaît l'origine de cette commémoration qui nous plonge dans les luttes idéologiques et politiques entre l'Église et les milieux progressistes de la première moitié du XIXe siècle en Belgique. Au lendemain de l'indépendance, en 1830, les catholiques et les libéraux, qui ont trouvé un compromis dans l'élaboration de la Constitution, veulent leur université, dans la mesure où il s'agit de former, voire d'encadrer pour certains, les futures élites du pays. En 1834, une nouvelle université catholique, ayant été créée à Louvain, mais qui ne succède pas, en fait, à celle qui était implantée sous l'Ancien Régime, les milieux libéraux songent sérieusement à lui assurer un contrepoids destiné à défendre la libre pensée face au dogmatisme de l'Église. En effet, 2 ans plus tôt, le pape Grégoire XVI a publié une encyclique dans laquelle il déclare que la liberté de conscience est une maxime erronée et un délire. Je citais, bien entendu, ce sont les propres termes du pape. Le projet d'une université promouvant la philosophie des Lumières et l'émancipation de l'humanité par la raison naît le 24 juin 1834 lors d'une fête de la loge Les Amis Philanthropes qui appartient, c'est toujours le cas aujourd'hui, au Grand Orient de Belgique, fondé en 1833 et dont Theodor Verhagen, un avocat libéral, est le vénérable maître. Ce qui explique que le projet initial d'Auguste Baron, préfet de l'Athénée de Bruxelles, sera réalisé par Theodor Verhagen, c'est d'abord sa fortune, ensuite l'exercice d'une profession libérale, enfin son prestige au Grand Orient. Un de ses plus efficaces soutiens est Nicolas Jean Rouppe,
le bourgmestre de Bruxelles, un frère membre de sa loge. L'objectif de l'université libre est, rappelons-le, de participer au progrès intellectuel de la société dans le cadre d'une fraternité universelle. C'est ainsi que le 20 novembre 1834 est proclamée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles l'ouverture de l'Université libre de Belgique, qui changera de nom 3 ans plus tard en devenant l'Université libre de Bruxelles. Logiquement, la date du 20 novembre de chaque année sera donc choisie pour fêter l'anniversaire de l'ULB. Et c'est ce jour que, dans le folklore étudiant, on commémore par des cortèges et des gadailles la Saint-Vé ou Saint-Veragen qui rappelle par dérision le lointain combat contre la papauté, l'épiscopat et le cléricalisme en Belgique. D'abord établie dans le palais de Charles de Lorraine, place du Musée, l'université, en 1842, s'installe dans l'ancien palais Granvelle, rue des Sols et de l'Impératrice. Au centre de la capitale, avant de déménager beaucoup plus tard au Solbosch, avenue des Nations, aujourd'hui avenue Franklin Roosevelt, en face du bois de la Cambre. Dans une lettre datée du 29 novembre 1834, Veragen déclare que, depuis l'inauguration, plus de 70 élèves suivent les cours des diverses facultés de l'ULB. Mais les problèmes financiers ne cessent de s'accumuler dans les années suivantes, malgré le fait que les professeurs sont sous-payés ou bénévoles. De plus, pour diverses raisons, les milieux libéraux et maçonniques, à Liège en particulier, ne soutiennent pas toujours l'université. Après le déménagement à la rue des Sols, les étudiants trouvent des bâtiments délabrés et trop petits. Dans les jurys académiques nationaux, qui confèrent les grades académiques jusqu'en 1849, les professeurs de l'ULB sont sous-représentés par rapport à ceux des autres universités et plus particulièrement de l'Université catholique de Louvain. Pourtant, rappelons-le, si les fondateurs de l'Université libre sont anticléricaux, ils ne sont en aucune manière antichrétiens. D'ailleurs, le déisme prédomine alors dans les milieux libéraux et maçonniques. Mais en janvier 1838 est donnée lecture dans les églises la circulaire de l'archevêque de Malines Sterckx condamnant la franc-maçonnerie. Cependant, les défections catholiques au sein des loges sont rares. En fait, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Les maçons catholiques eux-mêmes finissent par se détacher de l'Église. En 1854 apparaît pour la première fois dans un discours de Theodor Veragen l'expression « libre examen », dont le principe figurera 40 ans plus tard dans le premier article des statuts de l'ULB. En cela, Veragen est fidèle à l'esprit des fondateurs qui s'opposaient à toute forme de dogmatisme tout en cherchant à concilier libre pensée et spiritualisme. En fait, ces mêmes fondateurs n'ont voulu s'opposer qu'aux catholiques ultramontains qui refusaient les idées de la Révolution française et les libertés fondamentales énoncées dans la Constitution belge de 1831. Les juristes devraient s'en souvenir. Comme promis, je vous montre maintenant quelques ouvrages
qui permettront, excusez-moi, d'approfondir le sujet, parce que pour les nombreux étudiants de l'Université de Bruxelles, et je crois que maintenant, si j'ai bien entendu les derniers chiffres, ils sont 28 000, sauf erreur de ma part, sans compter bien entendu le personnel, enseignants, chercheurs, techniques et ouvriers. Ce sujet, évidemment, mérite d'être, comme je le disais, approfondi, d'autant plus que un de mes maîtres, plus exactement mon maître, Maurice Arnoult, décédé maintenant depuis bien longtemps, avait expliqué à un de ses collègues, qui fut également mon professeur, Jean-Jacques Houbanc, ceci. Je lis plus exactement un article de Jean-Jacques Houbanc. Il y a quelque temps, mon ancien collègue à la section d'histoire, Maurice Aurélien Arnoult, me faisait la déclaration suivante. L'origine et les débuts de l'Université libre de Bruxelles sont, croit-on, connus. Il est toujours possible de compléter le connu par la recherche, des traces tombées dans l'oubli. À la suite de quoi, un travail a été publié, plus exactement des documents concernant les origines de l'Université libre de Bruxelles, 1831 et 1834. Cet article, en fait, est très long, puisqu'il comprend 160 pages et est publié dans le bulletin de la Commission royale d'histoire, tome 163, 1997. Je vais vous montrer d'abord des ouvrages généraux. Je vous ai cité tout à l'heure le pape Grégoire XVI, et il me paraît utile de retourner directement à la source en lisant donc sa lettre encyclique Mirarivos, qui date de 1832. Vous pouvez la consulter par exemple dans une édition de poche, celle éditée par Jean-Jacques Pauvert, que je vous montre ici, dans un recueil qui en fait est consacré à des textes de Pie IX. On trouve plus spécifiquement Kantakura et son fameux syllabus. Sur l'histoire de l'Église à l'époque qui nous intéresse, ou un petit peu après plus exactement, puisqu'il s'agit du pontificat de Pie IX, qui couvre les années 1846-1878, je vous renvoie à l'ouvrage qui fait autorité, celui de Roger Aubert, publié dans l'Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, publié par Fisch et Martin. Aloïs Simon, qui enseignait à la faculté universitaire Saint-Louis, devenue depuis lors Université Saint-Louis à Bruxelles, a publié un petit livre dans la célèbre collection Notre Passé, à la Renaissance du livre, ouvrage consacré au Parti catholique belge 1945. Alors du côté libéral maintenant. En 1996, le centre Polymance, qui est le centre de réflexion du Parti libéral, aujourd'hui le MR, Mouvement réformateur, avait publié un livre intitulé « Les libéraux de 1846 à 1996 ». Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous montre un ouvrage
qui part de 1846, ben, tout simplement parce que cette fondation d'université, et j'ai eu l'occasion de vous le dire, a entraîné toute une série de difficultés pour l'université qui vont s'étendre évidemment sur plusieurs décennies. D'autre part, le Parti libéral est fondé en 1846, mais le courant libéral était bien présent depuis l'indépendance, voire au-delà. On peut remonter donc aux franquistes, à l'époque, la Révolution brabançonne. Alors, autre ouvrage qui lui est antérieur, il date de 1989, c'est un ouvrage publié sous la direction d'Hervé Asquin et Adriaan Verhulst, Le libéralisme en Belgique, 200 ans d'histoire. Donc, de nouveau publié par le Centre Paul Polymans. Maintenant sur la laïcité, Histoire de la laïcité, publié par les éditions de l'Université de Bruxelles sous la direction d'Hervé Asquin. Le dictionnaire historique de la laïcité en Belgique sous la direction de Paul Defosse, aux éditions Luc Pire. Laïcité et franc-maçonnerie, où il y a un article conséquent de John Bartier sur le sujet d'aujourd'hui. Ces études ont été rassemblées par Guy Cambier aux éditions de l'Université de Bruxelles. De Marcel de Scamfeler, Histoire de la franc-maçonnerie belge depuis 1830, un siècle et demi du Grand Orient Belgique, tome 1, période de 1830 à 1914, et bien entendu, vous avez dans cet ouvrage plusieurs chapitres qui relatent dans quelles circonstances le Grand Orient Belgique a été fondé, mais aussi, un an plus tard, l'Université libre de Bruxelles. Alors, pour terminer, l'essentiel, des ouvrages consacrés directement à l'Université libre de Bruxelles, ce sont des ouvrages qui ont été publiés à l'occasion d'anniversaires. Tout d'abord, le plus récent, publié aux éditions Espace de Liberté, l'ULB fête ses 175 ans. C'est un ouvrage qui s'appelle 1834, et par la même occasion, vous avez une peinture représentant Theodor Verhagen. Voilà le portrait. Alors, dans ce livre, il y a d'une part un article, il y a des contributions diverses. Je regarde un petit peu. Alors, tout d'abord, une introduction 175 ans anniversaire politique par Bernard Fondu, grand maître du Grand Orient de Belgique à l'époque. Ensuite, de Jean-Louis Van Herwegen, l'Université de Bruxelles, 175 ans au service de la liberté, de l'émancipation et de la laïcité. Il s'agit du président du conseil d'administration du LB de l'époque, qui avait été auparavant recteur. Alors, il y a une pièce de théâtre, je dis bien une pièce de théâtre, consacrée à la fondation de l'université qui s'appelle 1834. Et à cela, vous avez un certain nombre d'annexes à la pièce qui ont servi à sa rédaction. Ensuite, un article de Pierre Dalette, Le libre examen, la vie d'un principe. Et pour terminer, un chapitre de Jacques Lemaire, Pierre Théodore Verhagen, la fondation du LB et le développement d'une franc-maçonnerie politique en Belgique.
Alors, à l'occasion de ses 175 ans, l'Université de Bruxelles a publié un fort volume qui fait oui, attendez, parce que je vois ça, enfin voilà, près de 200 pages, donc pour fêter l'anniversaire de la Fondation. Et pour terminer, un dernier livre intitulé Les 150 ans de l'ULB. Et cet ouvrage, logiquement, a été édité par les éditions de l'Université de Bruxelles en 1984 par André Hutebroek et André Despy-Meyer. J'ai dit.